Un virus qui laisse les gens figés comme des statues. Une créature inconnue et terrifiante tue des dizaines de personnes dans la campagne française, et un signal venu de l'espace qui ne devrait pas exister. Aujourd'hui, dans The Infographics Show, nous explorons quelques-uns des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Numéro 15. Le 29 septembre 1982, Mary Kellerman, 12 ans, était malade dans une banlieue de Chicago. Ses parents lui ont donné une gélule de Tylenol extra fort, et quelques heures plus tard, Mary était morte. Le même jour, Adam Janus, 27 ans à Arlington Heights, est mort d'une crise cardiaque apparente. Le choc pour sa famille était évident. Son frère et sa belle-sœur, stressés et souffrant de maux de tête, ont pris du Tylenol. En quelques jours, ils moururent aussi. Janus avait également pris ses comprimés de Tylenol avant sa mort. D'ici la fin de la semaine, 3 autres jeunes de la région de Chicago allaient mourir. La cause, un empoisonnement au cyanure par Tylenol. Les autorités étaient déconcertées. À part les 3 personnes qui avaient pris les comprimés du même flacon, aucune des victimes ne se connaissait. Il n'y avait aucun mobile, et pire encore, aucun suspect. Johnson et sa filiale McNeil, produit de consommation, fabricant du Tylenol, étaient en pleine tourmente. C'était une catastrophe humaine et un désastre en relations publiques. L'entreprise a rappelé plus de 31 millions de flacons de Tylenol. D'autres flacons de Tylenol contaminés ont été trouvés en magasin et retirés aussitôt. James Lewis a fait chanter Johnson pour 1 million. Pour stopper les empoisonnements, les autorités ont enquêté et compris qu'il n'était pas l'empoisonneur. Ils l'ont malgré tout emprisonné pour cette affaire d'extorsion. Un docker nommé Roger Arnold a aussi été interrogé. Le propriétaire d'un bar l'a dénoncé après qu'Arnold se soit vanté de posséder du cyanure de potassium et ait agi étrangement après son divorce. Son ex-femme a également été soignée dans un hôpital situé en face de l'une des pharmacies qui vendèrent du Tylenol contaminé au cyanure. Furieux d'avoir été dénoncé, Arnold a fini par tuer un homme qu'il pensait être le propriétaire du bar et a purgé 15 ans de prison après sa mort. Son acide désoxyribonucléique testé et comparé à celui des bouteilles de Tylenol n'a pas correspondu. Entre-temps, Tylenol est passé d'une part de marché de 35% dans les analgésiques en vente libre à 8% en quelques semaines. En 1983, le Congrès a adopté la loi Tylenol, rendant la falsification de produits de consommation une infraction fédérale. Tylenol et d'autres entreprises ont commencé à vendre leurs produits dans des emballages inviolables. Tout cela à cause des actes d'un tueur inconnu. Aucun suspect crédible n'a été trouvé à ce jour. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le tueur était très probablement humain, contrairement à notre prochain cas, le numéro 14. Vers 1760, la France rurale rencontrait un problème. Il y avait de nombreux problèmes, comme la pauvreté et la famine, qui mèneraient ensuite à l'usage massif de la guillotine. Mais la région de Gévaudan avait un problème très spécifique. Un prédateur rôdait, créature mystérieuse terrorisant les habitants. Beaucoup de gens l'ont vu, mais personne n'avait la moindre idée de ce que c'était. Alors ils l'ont appelé la bête. Les récits la décrivent comme brun rougeâtre, avec une bande sombre sur le dos, aussi grande qu'un âne, longue mâchoire béante, 6 griffes, oreilles pointues dressées et une queue souple et fourrue. Les habitants ont paniqué, craignant qu'un loup ne rôde dans les environs. Des rapports affirmaient que la bête avait décapité une victime et bu son sang. Il semble aussi qu'elle préférait les femmes et enfants, notamment les jeunes filles, bien que les récits de consommation de sang soient exagérés. La créature était bien plus grande qu'un loup classique et son cri était différent. Entre 1764 et 1765, la bête tua entre 100 et 300 personnes. Et les loups n'attaquent pas les gens à moins d'être vraiment acculés. Un chihuahua moyen est plus susceptible d'attaquer un humain qu'un loup. Un loup, vraiment. Devenir fou et accumuler tant de victimes humaines qu'un tueur en série serait jaloux paraît improbable. Le problème est devenu si important que le roi Louis XV a offert une somme équivalente à une année de salaire aux chasseurs qui tueraient la bête. Des milliers de chasseurs ont envahi Gévaudan, une bande de Gaston criant, on suppose, tuer la bête. En septembre 1765, le chasseur François Antonet et ses hommes tuèrent un loup gigantesque. Mais les attaques ont continué. Les chasseurs continuaient à tuer tout ce qu'ils considéraient comme une bête dans la région. Après une dernière mise à mort en juin 1767, les attaques ont cessé. Et pourtant, à ce jour, personne ne sait ce qu'était réellement la bête du Gévaudan. Un prédateur génétiquement modifié, un animal exotique échappé, que les Français n'avaient jamais vu auparavant. Ou peut-être quelque chose qui a depuis longtemps disparu. Tout comme le numéro 13, l'île de Pâques, ou Rapa Nui, cache beaucoup de mystères, comme ces gigantesques têtes de pierre. Mais saviez-vous qu'il y a une autre énigme non résolue sur ces rivages ?
L'écriture Rongo compte parmi les rares systèmes anciens jamais déchiffrés. De nouvelles preuves indiquent qu'il s'agit aussi d'un système d'écriture inventé indépendamment, ce qui la rend encore plus unique. Bien que cela paraisse peu impressionnant, il existe en réalité très peu de systèmes d'écriture dans le monde. Les historiens pensent que l'écriture n'a été inventée de manière indépendante que 3 ou 4 fois. Au Proche-Orient, en Chine et en Mésoamérique, certains divisent même le Proche-Orient en Égypte et en Mésopotamie. Le fait demeure que c'est un phénomène rare. À leur découverte des tablettes en bois Rongo à Rapa Nui, les Européens ignoraient leur signification. Les symboles évoquaient des hiéroglyphes. Seule une vingtaine d'artefacts avec cette écriture subsistent aujourd'hui. Les chercheurs en ont prélevé 4 pour effectuer des tests au radiocarbone et ont finalement obtenu une datation. 3 d'entre eux datent des 18e ou 19e siècles, mais le dernier a été daté entre 1493 et 1509. Les Européens ont découvert Rapa Nui en 1722. Cela confirme largement que l'écriture Rongo est un système indépendant. Le bois aurait-il pu être simplement plus ancien que l'écriture, peut-être ? Mais penser qu'une société ait gardé du bois flotté plus de 2 siècles juste pour y écrire paraît peu probable. Les experts ignorent aussi quel type d'écriture représente ce script. L'historien Alexandre Lee affirme qu'ils ignorent s'il s'agit d'une proto-écriture ou d'un véritable système d'écriture. Les glyphes et pictogrammes sont-ils faits pour être lus comme des cases de bande dessinée ou comme des indices mnémotechniques évoquant chacun un souvenir ? Hélas, nous ne le saurons peut-être jamais, car après l'arrivée des Européens, la population de Rapa Nui a chuté à 111 personnes en 1877. Comme seuls les membres les plus prestigieux et instruits savaient lire, ce savoir a disparu. À moins que quelqu'un ne déchiffre le code, ce mystère restera non résolu, tout comme notre prochain mystère historique, le numéro 12 en 43, après Jésus-Christ. L'invasion romaine à grande échelle de la Bretagne était en cours, et parmi eux, la 9e légion de Rome est arrivée en Bretagne. Les Romains, bien équipés et avancés, s'apprêtaient à envahir l'île, mais un événement étrange attendait la 9e légion. 65 ans plus tard, ils allaient disparaître. Les légions romaines n'étaient pas insignifiantes. La 9e légion aurait compté près de 6000 hommes. Leur dernière mention date de 108 après Jésus-Christ, une inscription évoquant la reconstruction d'une forteresse par eux. Plus tard, au milieu du 2e siècle, Rome a établi un registre de toutes les légions, sans mention de la 9e. Certains historiens estiment qu'elle a été déplacée en Asie occidentale, près de l'Empire perse, puis détruite lors d'une bataille contre eux. Mais il n'existe aucune preuve pour soutenir cette explication alternative. Non seulement la 9e a été anéantie lors d'une révolte britannique, mais cela est aussi devenu la raison pour laquelle le célèbre mur d'Adrien a été construit de façon permanente. Boudica a conduit les tribus celtes dans une révolte sanglante contre les Romains en Bretagne. Ses armées ont tué entre 70 000 et 80 000 Britanniques. Beaucoup pensaient que la 9e, étant l'une des légions les plus au nord de Rome, avait subi le gros de l'attaque, ce qui semblerait logique, sauf qu'il n'y a aucune mention précise de cela. Le soulèvement de Boudica date de 60 après Jésus-Christ, et la 9e légion est mentionnée dans les archives plus de 50 ans après. Si elle avait été détruite, cela expliquerait en partie la construction du mur d'Adrien. Il comprit que pour éloigner les tribus du nord et les séparer des révolutionnaires à l'intérieur des terres romaines, il fallait construire une barrière physique. Aujourd'hui, le mur est proche, mais pas exactement à la frontière Angleterre-Écosse. Il a contribué au développement très différent des cultures qui se trouvaient de chaque côté du mur. Le sort de la 9e légion demeure mystérieux. Même avec les armées modernes, nous ignorons souvent ce qui se passe. Numéro 11, dans les années 1970, une station de radio à ondes courtes russe a été mise en service. Baptisée UVB 76, elle a adopté cet indicatif dans les années 90. Autrefois, la radio à ondes courtes était précieuse pour soldats et espions, car ces ondes couvrirent de grandes distances. Aujourd'hui, les organisations peuvent communiquer plus efficacement et en toute sécurité, sauf si une personne est accidentellement ajoutée à la conversation de groupe. Après la guerre froide, la plupart des stations à ondes courtes sont devenues obsolètes, mais UVB 76 a continué de fonctionner. On l'entendait de Londres à Sydney, mais souvent personne ne parlait, juste un bourdonnement agaçant et continu. Les passionnés de radio à ondes courtes disaient que c'était un moyen de réserver la fréquence pour la station. De temps en temps, une voix ou une tonalité apparaissait à l'antenne. La voix lisait des messages en utilisant l'alphabet phonétique russe, mais les transmissions n'ont jamais été déchiffrées. Le monde est devenu fasciné et un peu effrayé. Les théories
sur ce qu'est et ce que fait la station vont d'une simple station météo à des tests de changements atmosphériques, à un centre de commandement militaire, à un moyen de contacter des extraterrestres et même à un lien avec un dispositif d'apocalypse. Nous hésitons à dire laquelle est la plus probable, mais nous allons le faire bientôt. Un journal militaire a reconnu qu'elle participe à un programme pour maintenir la communication entre les ressources militaires russes. Mais l'explication était vague et la plupart l'ont rejetée. Le signal provenait d'un avant-poste militaire à 80 km de Moscou. En 2011, des explorateurs urbains s'y sont rendus, et ils l'ont trouvé abandonné. Ils ont aussi découvert assez d'équipements radio et de registres pour indiquer que c'était le quartier général de UVB 76 depuis le 11 décembre 2024. Mais un événement encore plus étrange s'est produit. La station a envoyé un nombre record de transmissions en une journée, 24 au total. Elle a aussi lancé des transmissions après des appels entre Trump et Poutine. Mais comme le message est une série de lettres et de chiffres, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Dans le meilleur des cas, ils l'utilisent pour nous troller. Dans le pire des cas, c'est lié à la menace de la main morte. La main morte fait référence à l'idée qu'une Russie gravement attaquée détruirait le monde avec elle. Cela est devenu possible après le programme Périmètre de la Russie, dans les années 1980, non ? Un véritable dispositif d'apocalypse qui se déclencherait si la Russie était attaquée, entraînant l'anéantissement du reste du monde. Peut-être que c'est ce que nos prochaines victimes mystérieuses essayèrent d'éviter. Numéro 10. En août 1966 à Niterói, banlieue chic de Rio de Janeiro, 2 hommes ont été découverts morts sur une colline. Il s'agissait de Manuel Pereira da Cruz et Miguel José Viana, âgés respectivement de 32 et 34 ans, et le contexte de leur décès a fait la une des journaux. Les hommes portèrent des masques en plomb fait main, surtout pour protéger leurs yeux. Ils portaient aussi un carnet avec des numéros de pièces électroniques et une note, car ils étaient réparateurs. La première partie était logique, mais la note, mal traduite, indiquait 16h30. Être à l'endroit déterminé à 18h30. Avaler les capsules après les faits. Protéger les métaux. Attendre le signal du masque. La perplexité des policiers et du public après ces révélations est compréhensible. Cela n'a pas aidé qu'aucune cause de décès définitive n'ait jamais été trouvée. Les capsules auraient-elles pu les tuer ? Peut-être, mais aucune n'a été trouvée, et aucun test toxicologique n'a eu lieu. Pourquoi ? Les corps étaient trop décomposés ? Selon les rapports, le coroner était surchargé de travail et les a conservés trop longtemps, mais il n'y avait aucun signe de violence non plus. Les hommes venaient de Campos dos Cotecas, à 200 km au nord-est de leur lieu de découverte. Rien n'expliquait pourquoi les hommes étaient là, ce qu'ils faisaient, ou pourquoi ils sont morts, en le rendant encore plus étrange. 4 ans plus tôt, un autre technicien en électronique est décédé sur une autre colline avec un masque en plomb artisanal similaire. Était-ce une secte étrange de pilules empoisonnées et de masques en plomb attirant vraiment les techniciens en électronique ? Manuel et Miguel ont vécu un autre incident étrange 2 mois avant qu'on ne les retrouve morts. Ils ont construit un appareil dans le jardin de Manuel, qui a explosé, attirant l'attention des médias locaux et des forces de l'ordre. Quand ils faisaient exploser leur jardin, un 3e homme était avec eux, Elcio Gomez, et il a raconté une histoire intéressante à la police. Tous ces hommes faisaient partie d'un groupe qui se faisait appeler les spirites scientifiques, leur mission étant de contacter Mars et d'interagir avec des esprits. L'appareil explosé était une tentative ratée d'atteindre leur objectif. Un carnet trouvé chez eux décrivait la forte lumière que les esprits produiraient sur quelque chose. On peut porter des protections oculaires en plomb pour se protéger. Un professeur de yoga local a semblé confirmer ce récit auprès d'un journal. Les membres du groupe utilisaient souvent des psychédéliques pour leur quête. Ont-ils fait une overdose ? Ont-ils pris une toute autre drogue ? Ou ont-ils finalement réussi dans leur quête ? Pour finalement entrer en contact avec quelque chose de trop étrange pour être décrit avec des mots ? Laissons ce meurtre et ce chaos derrière nous pour partir en petite escapade, peut-être un road trip relaxant. Numéro 9. Qu'est-ce qui est mystérieux dans un road trip ? À part les ingrédients des hot dogs des stations-service. Demande à la famille Trompe, qui a fui en voiture, craignant pour leur vie face à des personnes voulant les tuer et les voler. Mais ces personnes n'existaient pas. Alors, comment une famille entière a-t-elle pu en être persuadée ? La famille Trompe comprenait Marc, Jacoba et leurs enfants adultes Rihanna, 29 ans, Mitchell, 25 ans, et Ella, 22 ans. Ils vivaient dans une ferme de Grosseille Rouge et géraient une entreprise de terrassement près de Melbourne. Un jour, ils ont disparu. Leur maison était en désordre. Ils avaient tous laissé derrière eux leur téléphone, carte de crédit et passeport. Enfin, presque tous. Mitchell, enfant du milieu, ignorait ce qui se passait dans sa famille.
Il a gardé son portable sauf à 18 miles de chez lui. Ses parents ont découvert la trahison et jeté son téléphone par la fenêtre en s'arrêtant à Bathurst, à près de 800 km. Mitchell en a eu assez, il les a laissés tomber. Le reste de la famille a continué vers l'est jusqu'aux grottes de Janolan. Lorsque Rihanna et Ella sont également parties, elles ont signalé la disparition de leurs parents, et Ella est rentrée chez elle. Rihanna restait en fuite, cachée à l'arrière d'un utilitaire, effrayant le conducteur. Quand il l'a enfin vue, elle était catatonique et ne se souvenait plus de son identité. La semaine suivante, Ella et Mitchell ont demandé l'aide du public. Jacoba a été retrouvée et placée en établissement de santé mentale. Mark a aussi été retrouvé et a adressé un doigt d'honneur aux journalistes et au public. La famille s'est excusée d'avoir effrayé tout le monde et déclenché une chasse à l'homme nationale. Que leur est-il arrivé ? Certaines personnes accusent les produits chimiques de la ferme, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de quoi que ce soit qui aurait pu provoquer une telle paranoïa. Aucune preuve non plus qu'ils étaient poursuivis. Quelle explication probable ? Folie à deux. Une maladie mentale rare dans laquelle des personnes proches les unes des autres, des couples ou des familles, développent les mêmes délires ou la même paranoïa. L'un se nourrissant de l'autre, ce n'est pas le seul mystère mental étrange de notre liste. Numéro 8. Vous avez peut-être entendu parler de cas où des personnes peuvent se souvenir de chaque jour de leur vie. Il ne s'agit pas que des grands événements, mais aussi de se rappeler ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner le 2 juillet 2007, et précisément où, quand et à quelle heure ils ont rencontré leurs amis actuels. Pendant ce temps, la seule raison pour laquelle nous n'avons pas supprimé nos comptes Facebook, c'est pour pouvoir nous souvenir des anniversaires de nos amis. Il s'avère que ce n'est pas une légende urbaine. Ces histoires concernent de vraies personnes. L'hyperthymésie, ou mémoire autobiographique hautement supérieure. Mémoire autobiographique hautement supérieure. Il n'y en a eu que quelques dizaines confirmées dans le monde entier. Cette condition est très rare, et les scientifiques ignorent encore son fonctionnement et son origine. Les chercheurs ont étudié en détail les personnes atteintes du hyperthymésia, Highly Superior Autobiographical Memory. Ils ont découvert que les personnes atteintes du hyperthymésia, Highly Superior Autobiographical Memory, ont des lobes temporaux et des noyaux codés beaucoup plus grands, en particulier l'amygdale droite. Cette zone du cerveau stocke les souvenirs autobiographiques et gère les émotions. Cela a du sens, car l'hyperthymésie ne fonctionne que pour les souvenirs et expériences personnelles. Les personnes ayant cette condition n'ont pas de meilleurs résultats aux tests de mémoire, donc inutile de tricher lors d'un examen. Mais qu'est-ce qui provoque ces différences cérébrales ? Ou est-ce qu'elles causent la condition elle-même, et pourquoi ? Aucun gène responsable découvert. Les scientifiques et archéologues ignorent toujours la cause. Numéro 7. Les Romains ont laissé de grandes structures comme des barrages, routes, colisées, ainsi que de petits souvenirs de leur civilisation, comme le dodécaèdre romain. Cependant, le dodécaèdre est différent de la plupart des autres découvertes romaines, car à ce jour, nous n'avons aucune idée de son utilité. En 1739, le premier objet de ce genre a été découvert dans les Midlands anglais, avec une apparence étrange. Il avait 12 faces, il était fait de bronze et était creux à l'intérieur. À chaque sommet du dodécaèdre se trouvait une petite sphère et chaque face avait un trou de diamètre différent. Depuis, plus de 120 dodécaèdres ont été trouvés en Europe du Nord-Ouest, datant du 2e au 4e siècle. Après Jésus-Christ, leur hauteur varie de 16 à 39 cm et leur poids de 1 à 20 onces. Mais à quoi servait-il ? Personne ne le sait. Il existe des dizaines et des dizaines de théories. Des dés étranges, des bobines pour le tricot, des instruments de mesure, des bougeoirs, des décorations. Peut-être juste un objet à placer près des tablettes romaines. Vivre, rire, aimer, ou c'est l'heure du vin. L'archéologue Michael Guggenberg, qui les a étudiés en profondeur, pense qu'ils étaient principalement symboliques, une représentation des philosophies de Platon et de Pythagore. Étrangement, aucun n'a été retrouvé en Italie. Beaucoup d'archéologues pensent qu'il s'agit de produits gallo-romains, peut-être inspirés d'objets traditionnellement utilisés par les tribus celtes d'Europe, puis adaptés par les Romains, tout comme leurs dieux l'étaient. Mais pour l'instant, ils restent un mystère, tout comme des artefacts plus récents, comme le numéro 6. Sous la chaleur de l'été 1983 à Philadelphie, un phénomène étrange s'est produit. Une dalle est apparue sur l'asphalte, et pas n'importe quelle dalle. Une dalle indique « Idée de Toynbee en 2001, ressusciter les morts sur Jupiter ». En dehors du fait que cela ressemble à l'idée brillante de quelqu'un lors de son premier trip sous acide, cela semblait être un non-sens total. Mais l'auteur de la dalle, resté incognito, en a posé plusieurs. Des dizaines de dalles sont apparues dans des villes américaines jusqu'en 2011. Après une courte pause de quelques années, d'autres dalles ont refait surface, certaines retrouvées jusqu'en Amérique du Sud.
Beaucoup répétèrent le même message, d'autres affichèrent des messages nettement moins originaux et amusants, comme « meurtre ». À tous les journalistes, je vous en prie. Mais personne ne pouvait comprendre le but de tout cela jusqu'à ce que quelqu'un commence à deviner ce que cela pouvait signifier. Le philosophe du XXe siècle, Arnold J. Toynbee, pensait que l'au-delà était une invention humaine. 2001, l'Odyssée de l'espace. En plus d'être un classique du cinéma, et puisque c'était un film de Kubrick, probablement une violation de la Convention de Genève. Torture psychologique pour le casting, centré sur un homme renaissant lors d'une mission vers Jupiter. Cette explication précise a désigné James Morasco, assistant social à Philadelphie, comme principal suspect pour les dalles Toynbee. Il était le fondateur de l'Association des minorités, un groupe qui voulait coloniser Jupiter en ressuscitant des morts là-bas. Vous comprenez ainsi comment les autorités ont relié les dalles. Il a tenté d'exprimer ses opinions via des débats, et la presse. Sans surprise, la plupart ont raccroché en riant, ce qui a peut-être motivé ensuite des messages plus sombres sur le meurtre de journalistes. Marasco paraît être un suspect sérieux, mais uniquement pour la région de Philadelphie. James Marasco est mort en 2003, les carreaux continuèrent d'être posés. Les nouveaux sont-ils l'œuvre d'un imitateur? Était-ce un pseudonyme? Ou Marasco était-il un mauvais suspect depuis le début? Personne ne le sait. Si vous cherchez quelque chose de plus précieux que des carreaux, voyez le numéro 5. De nos jours, il n'y a plus assez de chasse au trésor à l'ancienne. Si vous voulez essayer, il suffit de déchiffrer. Le rouleau de cuivre est un manuscrit de la mer Morte particulièrement unique, même pour son ancienneté. La majorité des rouleaux ont été retrouvés chez des marchands d'antiquités et des bédouins. Le rouleau de cuivre a été découvert dans la grotte 3 à Khirbet Qumran, sur les rives de la mer Morte, totalement intacte. On l'appelle le rouleau de cuivre car il a été rédigé, comme vous l'avez deviné, sur des feuilles de cuivre. Il était tellement fragile et oxydé lorsqu'il a été découvert que les archéologues ont mis 5 ans à comprendre comment l'ouvrir sans le détruire avant d'y parvenir. Voici les premiers sémaux du parchemin dans la forteresse, qui se trouve dans la vallée d'Anchor, à 40 coudées, sous les marches menant à l'est. À l'intérieur, un contenu pesant 16 talents. Le parchemin continuait en décrivant littéralement un bateau rempli de trésors, bien que les archéologues ne puissaient pas être certains de sa valeur exacte. En 1960, sa valeur était estimée à 1 million, 69 millions aujourd'hui. Avant de commencer à faire vos valises pour partir à sa recherche, vous devriez savoir que vous ne seriez pas le premier. Et jusqu'à présent, personne ne l'a trouvé. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, c'est en hébreu ancien, même si nous connaissons beaucoup de choses sur l'hébreu ancien, en particulier la terminologie religieuse. Une partie du vocabulaire du rouleau de cuivre ne se trouve nulle part ailleurs, ou du moins dans aucun autre document traduit. Beaucoup des lieux qu'il mentionne sont également vagues, ou n'existent plus, ou leurs noms ont complètement disparu avec le temps. Certains disent que le trésor n'existe pas vraiment, en partie parce qu'on ne sait même pas d'où provient tout ce trésor à l'origine. Certains estiment qu'il s'agirait du trésor du temple de Jérusalem détruit en 70 après Jésus-Christ, le parchemin datant du 2e au 4e siècle, ce qui coïncide. Si tu veux jouer à Indiana Jones, tente ta chance, mais tes probabilités sont faibles. Peut-être essaie plutôt de visiter un site ancien plus connu et encore existant pour percer un autre mystère. Numéro 4. L'archéologie égyptienne garde de nombreux mystères. La sépulture de Cléopâtre, la langue de cette civilisation et leur fascination pour l'eyeliner. En 2016, des chercheurs ont découvert une chambre secrète dans la grande pyramide de Gizeh. En 2017, une cavité plus vaste a été trouvée au-dessus de la grande galerie. Que se passait-il? En 2015, un partenariat international nommé Scan Pyramids s'est formé pour réaliser des scans non invasifs des pyramides égyptiennes, comme une imagerie par résonance magnétique. Pour des merveilles du monde, ils ont eu plus que prévu. La première découverte était un couloir de 9 mètres de long sur 2 mètres de large. La deuxième grande cavité dépassait 30 mètres de long et plusieurs mètres de haut. Que pourraient-ils être? Et pourquoi personne ne peut-il simplement entrer et vérifier? Les deux espaces sont étranges car ils n'ont pas d'entrée, et démolir pour y accéder risquerait de compromettre la structure de la pyramide. Nul ne veut être responsable de l'effondrement de la grande pyramide de Gizeh. Certains archéologues pensent que ces espaces pourraient révéler la chambre funéraire du roi Khéops. D'autres, comme Mohamed Ismail du ministère égyptien des Antiquités, ne sont pas du tout d'accord. Comme il l'a dit, une autre chambre funéraire impliquerait une entrée menant à elle. Les chercheurs ont finalement introduit un minuscule endoscope à l'intérieur du petit couloir pour tenter d'obtenir des informations, et ils n'ont rien trouvé. Enfin, rien d'important.
Les images montraient un couloir vide au plafond voûté, mais une petite caméra suspendue ne pouvait tout explorer. Évidemment, certaines personnes pensent maintenant que les couloirs vides avaient une fonction beaucoup plus basique, redistribuer le poids de la pyramide pour rendre l'entrée structurellement solide. En réalité, personne ne sait. Explorer ces zones est exclu pour l'instant. Il est donc possible que nous ne le sachions jamais. Comme pour la raison du numéro 3. 5 hommes ont parcouru environ 80 km depuis leur ville natale par une froide nuit de février pour aller voir un match de basket à Chico, en Californie. Sur le chemin du retour, ils ont disparu. Que sont devenus les 5 du comté de Yuba? Les 5 amis jouaient au bowling et au basket ensemble. Malgré leurs troubles d'apprentissage ou handicap, 4 d'entre eux étaient assez indépendants. Gary Mathias, seul du groupe sans handicap, était néanmoins soigné pour schizophrénie paranoïde. Sur le chemin du retour de Chico, dans la voiture de Jack Madruga, ils se sont arrêtés dans une supérette pour acheter des snacks. Leur équipe avait gagné. Une caissière se souvient qu'ils étaient de bonne humeur. Pour une raison inconnue, ils n'ont pas rentré chez eux directement et ont fait un détour. Un détour les a conduits toujours plus haut sur la montagne, loin de leur maison, même avec une boîte à gants remplie de cartes. Le lendemain, leur voiture serait retrouvée dans un banc de neige au bord d'un chemin de terre, mais signalée seulement le 4 juin Pound Mountain. Des mois après, le corps décomposé de Ted Wire a été trouvé dans une remorque du service forestier. Ses pieds étaient gelés, ses chaussures manquaient, mais il avait survécu pendant des semaines. Il a disparu rasé, retrouvé avec une barbe épaisse. Il n'avait consommé qu'une partie de la nourriture de la caravane, sans utiliser le gaz ni faire de feu. 2 jours plus tard, le corps de Jack Madruga et les os de Bill Sterling furent retrouvés à plus de 18 km de la voiture. Jackie Hewitt fut retrouvé le lendemain. La police n'avait pas fouillé la zone, pensant que les hommes n'iraient pas si loin, dans les conditions glaciales et enneigées du mois de février. Certains désignent Gary Mathias. Son corps n'a jamais été retrouvé, et par le passé, lors de crises de schizophrénie, il était devenu violent. Mais Mathias prenait ses médicaments depuis 2 ans. Il allait bien. Certains notent que des charognards ont attaqué tous les corps. Mathias. Disparaître ne veut pas dire qu'il est vivant. Il est plus probable que ses os aient été dispersés dans la nature sauvage par des prédateurs. Le seul témoin possible était Joseph Shones, dont la voiture était coincée à proximité. Il a vu des lampes de poche, des phares de voiture et des gens qui se promenaient. Mais son témoignage est peu fiable puisqu'il était sur la banquette arrière, en pleine crise cardiaque, encore plus étrange. Personne ne sait pourquoi ils ont quitté la voiture et sont allés si loin. La voiture marchait encore, il y avait de l'essence, mais elle était coincée dans la neige. Bien sûr, mais 5 hommes forts n'auraient pas pu résoudre cela. Et même sans pouvoir la dégager, pourquoi abandonner la chaleur et l'abri d'une voiture la nuit pour parcourir des kilomètres dans la nature glacée? Aucune réponse, faisant des 5 du comté de Yuba l'un des mystères non résolus les plus déroutants. Le prochain a touché plus de 5 personnes, cependant. Numéro 2, quelque chose d'étrange s'est produit. Dans les années 1920, une nouvelle maladie inexpliquée balayait le monde. Non, pas la grippe espagnole, même si cela se produisait aussi. Il s'agissait de l'encéphalite léthargique. Elle attaquait le cerveau des victimes, les laissant sans voix et immobiles. C'est ainsi que les personnes atteintes de la maladie ont reçu le surnom de statues vivantes. Elle touchait des personnes de tout âge, genre et origine, mais la majorité des patients avaient entre 10 et 30 ans. Plus d'1 million de personnes sont mortes, et des millions d'autres sont restées paralysées, prisonnières de leur propre corps, incapables de communiquer quoi que ce soit de ce qui leur arrivait. Elles étaient internées indéfiniment. Il n'y avait aucune cause connue, et aucun remède connu. Puis, tout aussi mystérieusement que la maladie était apparue entre 1915 et 1916, elle a disparu dans les années 1930. Cela a duré jusqu'en 1993 quand Becky Howells, 23 ans, s'est rendue chez son médecin en tremblant, avec des hallucinations, une forte fièvre et des mouvements incontrôlés des mains, comme des griffures. Après avoir éliminé presque toutes les options, les médecins ont tiré une conclusion terrifiante. Après plus de 60 ans d'absence, l'encéphalite léthargique revenait. Des dizaines d'autres cas sont apparus. Le docteur André Church, expert de cette maladie, était plus déterminé que jamais à en trouver la cause. Il a remarqué un point commun dans les nouveaux et anciens cas de la maladie. Tout le monde présentait un mal de gorge. C'est vrai pour la plupart des maladies. Mais le docteur Church avait une idée. Il a examiné les corps des morts des années 1920 et des patients actuels. Ils avaient tous une forme rare de streptocoque diplocoque. Le docteur Church a conclu que, pour une raison inconnue, le corps de certains patients avait une réaction immunitaire massive à cette bactérie streptocoque. Une réaction qui finissait par s'attaquer au corps et au cerveau lui-même, faisant de l'encéphalite léthargique une grave réaction auto-immune.
Avions-nous enfin une réponse définitive sur la cause de cette mystérieuse épidémie? Beaucoup de scientifiques ne le pensent pas. Si c'est auto-immun, pourquoi a-t-on cessé de la voir? Pendant 6 décennies, la bactérie existait toujours et infectait des gens. Qu'est-ce qui a déclenché les épidémies? Et pourquoi ont-elles pris fin? Notre prochain mystère nous transporte loin de la Terre. Numéro 1, dans une galaxie lointaine. Il existe un objet appelé ASCAPJ, 1832-0911, appelons-le simplement ASCAP, pour faire court. Des astronomes australiens l'ont observé en décembre 2023 sans en connaître la nature. Tout ce qu'ils savent, c'est que cet objet mystérieux émet des signaux étranges, toutes les 44 minutes. ASCAP émet des ondes radio et des rayons X pendant 2 minutes d'affilée, puis il s'arrête et il recommence, 44 minutes plus tard. Interrogés sur des théories possibles, les scientifiques demeurent très incertains. L'astronome de Perth, Andy Wang, affirme que cet objet est inédit pour eux. Une théorie avance qu'il s'agirait d'un magnétar, noyau d'une étoile morte dotée de forts champs magnétiques. Il pourrait également s'agir d'une paire d'étoiles liées dans un système binaire, dont l'une serait une naine blanche. Une étoile en fin d'évolution, qui est très fortement magnétisée. Mais Wang admet qu'aucune de ces théories n'explique complètement le comportement d'ASCAP. C'est pourquoi les chercheurs pensent que découvrir le cœur du mystère d'ASCAP pourrait complètement changer notre compréhension de la physique. Plus étrange, ASCAP n'est pas seul. Cet événement étrange, agissant comme un phare cosmique, s'appelle transitoire à longue période, ou transitoire à longue période, et depuis 2022, il est l'un des 10 découverts et recensés par les astronomes. Les transitoires à longue période sont manifestement très rares, récents et mystérieux pour l'humanité. En mars 2025, les astronomes ont fait une percée. Ils ont enfin bien observé leur transitoire à longue période, dit LTJ 110, plus 5521. Ils devraient simplifier ces noms. Ils ont découvert un système binaire, une étoile morte, une naine blanche, faisait tourner une naine rouge si vite que leur champ magnétique entrait sans cesse en collision. Toutes les 2 heures, la naine blanche n'est même pas visible. Les scientifiques supposent qu'elle existe parce que quelque chose de très faible et de très puissant provoque ce comportement chez la naine rouge. Mystère résolu. Sauf que peut-être pas, parce que cela n'explique pas les impulsions de rayons X d'ASCAP, qui sont très étranges, et cela ne semble pas indiquer un système binaire. Alors, que se passe-t-il? Peut-être que les extraterrestres nous le diront. Vous trouviez ces mystères étranges? Ce n'est rien encore. Regardez les mystères non résolus les plus étranges pour découvrir les affaires qui troublent les experts, ou cliquez sur cette vidéo.